Ma propre fille nous a poussés d'une falaise et pendant que je gisais au sol, avec les os brisés et le sang qui coulait sur mon visage, j'ai entendu mon mari chuchoter, « Ne bouge pas, Anna. » Fait semblant d'être morte. Mais le pire n'a pas été l'impact de la chute de 30 mètres, ça a été quand le secret que notre fille avait gardé pendant 2 décennies a été révélé. Mais avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne et écris dans les commentaires depuis où tu regardes cette vidéo. On adore savoir jusqu'où vont nos histoires. Jamais je n'aurais imaginé qu'à 58 ans je serais en train de faire semblant d'être morte pour échapper à mes propres enfants. Pendant 35 ans, j'ai construit ce que je croyais être une famille parfaite. Nos matins commençaient avec l'odeur du café fraîchement préparé et le son des montagnes de Oaxaca au loin. J'enseignais la littérature au collège pendant que Roré fabriquait des meubles artisanaux dans son atelier. Nous avions 2 enfants, Ricardo, notre fils aîné, charismatique et protecteur, et Alejandra, 5 ans plus jeune, toujours réservée et observatrice. Les dimanches, nous nous réunissions tous autour de la table que Roré avait sculptée de ses propres mains. Ricardo parlait avec enthousiasme de ses projets pour devenir architecte, pendant qu'Alejandra jouait avec sa nourriture, évitant de croiser nos regards. Le soir, Roré et moi marchions sur la plage de Cancún, planifiant notre retraite, rêvant au voyage que nous ferions quand les enfants prendraient leur propre chemin. J'étais heureuse, ou du moins je croyais l'être. Tout a changé une nuit de septembre, il y a exactement 20 ans. Ricardo n'est pas rentré à la maison après être sorti avec des amis. Nous avons attendu jusqu'à l'aube, appelant frénétiquement tous ceux que nous connaissions. Alejandra est restée dans sa chambre, disant qu'elle étudiait pour ses examens, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement que je n'ai pas su comprendre à ce moment-là. Roré est sorti avec les voisins pour chercher Ricardo. Au lever du jour, ils ont retrouvé son corps au fond d'un ravin près de la plage de Cancún. La police a conclu que c'était un accident, qu'il avait probablement glissé dans l'obscurité. Je n'ai jamais remis en question cette version. Comment aurais-je pu imaginer la vérité ? Les funérailles ont été le jour le plus sombre de ma vie. J'ai porté la même robe noire que pour l'enterrement de ma mère. Alejandra est restée étrangement calme pendant que je m'effondrais en larmes. Roré m'a serré fort quand mes jambes ont flanché. Maintenant je comprends pourquoi il semblait porter un poids encore plus lourd que la perte de notre fils. Après la mort de Ricardo, Alejandra a complètement changé. Elle est devenue plus attentionnée et affectueuse, aidant aux tâches de la maison et passant plus de temps avec nous. Je l'ai interprété comme sa façon d'affronter le deuil, de combler le vide laissé par son frère. Quelle erreur cruelle. Les années ont passé. Alejandra s'est mariée avec Manuel, un homme tranquille d'un village voisin, Publa. Ils ont eu 2 beaux enfants. J'ai finalement senti que la vie nous donnait une seconde chance. Manuel m'appelait maman et Alejandra avait suivi les pas de son père, en ouvrant son propre atelier de meubles artisanaux. Notre famille semblait enfin reconstruite. Tout paraissait de nouveau parfait, mais maintenant, allongé au fond de ce ravin avec des côtes cassées et le goût métallique du sang dans la bouche, je comprends que tout ce bonheur n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas ont commencé il y a quelques mois, quand Roré et moi avons décidé de mettre à jour notre testament. Entre notre maison face à la mer, le terrain que j'avais hérité de mes parents et nos économies, nous avions environ 1,8 million de pesos mexicains, environ 100 000 $, à laisser en héritage. C'est Alejandra qui a suggéré que nous allions voir un avocat. Maman, papa, vous avez déjà plus de 55 ans. C'est important d'avoir tout bien organisé. Elle a dit ça avec ce sourire qui maintenant me paraît sinistre. Manuel était assis à côté d'elle, me tenant la main avec des doigts qui plus tard allaient me pousser vers la mort. Nous vous aimons trop et nous voulons nous assurer que vous soyez protégés, a ajouté avec une voix douce l'avocat, le docteur Ravière, un homme que nous connaissions depuis des années. Il nous a expliqué nos options. Nous pouvions créer une fiducie, diviser l'héritage entre les petits-enfants ou faire un testament traditionnel. Alejandra a insisté pour être nommée, avec Manuel, comme notre seule héritière. Nous nous occuperons d'une distribution juste pour les enfants, a-t-elle argumenté. En plus, vous allez avoir besoin de nous quand vous vieillirez. Il vaut mieux que nous ayons accès aux ressources pour bien prendre soin de vous. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise, mais Roré semblait convaincu. Mon mari, qui avait toujours été plus confiant que moi, a accepté la proposition sans trop résister. Moi, j'avais des doutes, surtout parce que je me souvenais comme Ricardo parlait toujours de nous aider financièrement dans notre vieillesse. Mais Ricardo n'était plus là et Alejandra était notre seule fille vivante. Nous avons signé les documents un jeudi après-midi.
Manuel portait un costume impeccable et m'a enlacé longuement après la signature. Maintenant, nous sommes officiellement une famille unie pour toujours, a-t-il murmuré à mon oreille. Ces mots m'ont donné un frisson inexplicable. Ce soir-là, en préparant le dîner, je n'ai pas pu me débarrasser de la sensation d'avoir commis une erreur terrible. Les semaines suivantes ont été étranges. Alejandra et Manuel ont commencé à nous rendre visite plus souvent, mais leur visite avait un ton différent. Ils ne venaient pas seulement pour passer du temps avec nous. Il apportait toujours des suggestions sur la manière d'améliorer la maison, sur quels investissements faire ou quel contrat d'assurance vie signer. Maman, tu devrais penser à vendre cette grande maison et à déménager dans un endroit plus petit, a dit Alejandra en examinant nos meubles avec des yeux calculateurs. Nous pourrions t'aider à trouver un appartement confortable dans le centre de Monterrey. Mais j'aimais notre maison. Chaque recoin gardait un souvenir précieux de nos 35 ans ensemble. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, l'atelier où Roré créait ses chefs-d'œuvre, la cour où nos enfants et petits-enfants avaient joué. Je ne pouvais pas imaginer ma vie ailleurs. Quand j'ai exprimé ça, j'ai vu une lueur d'irritation dans les yeux d'Alejandra qui m'a glacé le sang. Maman est irrationnelle, a-t-elle dit d'un ton qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi. Cette maison est trop grande pour 2 personnes de votre âge. Si vous tombez dans les escaliers ou qu'il se passe quelque chose, nous ne pourrons pas arriver à temps pour aider. Manuel a approuvé avec énergie. En plus, l'entretien doit coûter une fortune. Ce serait bien plus intelligent de vendre maintenant, pendant que le marché immobilier est au plus haut. Roré a commencé à considérer leurs arguments, mais moi je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'il y avait autre chose derrière cette pression. Un soir, après une autre de ces conversations tendues, j'ai demandé à Roré s'il ne trouvait pas étrange qu'Alejandra soit soudainement si intéressée par nos affaires financières. Anna, elle se soucie juste de nous, a-t-il répondu en se brossant les dents. Peut-être qu'on devrait considérer ses suggestions. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, une ombre de doute qu'il ne voulait pas reconnaître. Maintenant je sais que Roré avait déjà ses soupçons, qu'il commençait déjà à relier des points que moi je ne savais même pas qu'ils existaient. Les choses ont empiré quand Alejandra a suggéré que nous lui donnions une procuration sur nos finances. C'est juste par précaution, a-t-elle expliqué pendant que Manuel préparait du thé dans notre cuisine comme s'il était déjà le propriétaire des lieux. Si l'un de vous tombe malade ou a un problème de santé, nous pourrons gérer vos affaires sans complications légales. La manière dont elle l'a dit si naturellement m'a presque convaincu, mais il y avait quelque chose dans son insistance qui me mettait mal à l'aise. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, écoutant la respiration de Roré à côté de moi, essayant de comprendre pourquoi je me sentais si inquiète. Le lendemain, j'ai décidé d'appeler ma sœur Sophia pour lui demander conseil. Sophia a toujours été plus perspicace que moi, plus méfiante envers les intentions des gens. Quand je lui ai parlé de la pression d'Alejandra, elle est restée silencieuse un long moment. Anna, a-t-elle fini par dire, tu ne trouves pas étrange qu'Alejandra soit si pressée de contrôler ton argent? Je veux dire, elle a son propre business. Elle va bien financièrement. Pourquoi aurait-elle autant besoin de contrôler tes finances? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Elle avait raison. Alejandra n'avait jamais montré de problème financier, elle n'avait jamais demandé à emprunter de l'argent, elle n'avait jamais donné de signe de nécessiter notre aide financière. Cet après-midi-là, quand Alejandra est apparue pour une autre de ses conversations sur notre futur, j'ai décidé de la confronter directement. Fille, commençais-je alors que nous étions assises sur le porche. Pourquoi est-ce si important pour toi d'avoir le contrôle sur nos affaires financières? Ton père et moi, nous sommes encore lucides. Sa réaction fut immédiate et révélatrice. Son visage se durcit et, un instant, je vis quelque chose dans ses yeux qui me rappela une autre personne, quelque chose de froid et calculateur que je n'avais jamais remarqué avant. Maman, ce n'est pas une question de contrôle, répondit-elle d'une voix tendue. C'est une question d'amour, de soin et de responsabilité familiale. Mais la manière dont elle prononça, responsabilité familiale, ressemblait plus à une menace qu'à une expression d'affection. Manuel, qui était resté silencieux jusque-là, intervint avec sa voix calme mais ferme. Anna, nous voulons seulement le meilleur pour vous. C'est douloureux de vous voir vous inquiéter pour des choses que nous pourrions régler facilement. Ce soir-là, après leur départ, Roré et moi avons eu notre première vraie dispute en des années. Il pensait que j'étais paranoïaque, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Moi, j'insistais que quelque chose n'allait pas, que le comportement de notre fille avait trop changé.
Roré, dis-je en lavant la vaisselle, tu te souviens de comment était Alejandra avant la mort de Ricardo? Elle était différente, plus distante? Je ne sais pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose en elle qui me faisait peur. Mon mari arrêta de sécher l'assiette qu'il tenait et me regarda fixement. Dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu avant, de la reconnaissance. Anna, dit-il d'une voix très basse, il y a des choses sur la mort de Ricardo que je ne t'ai jamais racontées. Mon cœur se mit à battre si fort que je crus qu'il allait sortir de ma poitrine. Les mots de Roré me frappèrent comme un éclair. Quoi, à propos de la mort de Ricardo, demandai-je d'une voix tremblante. Roré s'assit lourdement sur l'une des chaises de la cuisine, la même table où nous avions partagé des milliers de repas en famille, où Ricardo faisait ses devoirs et où Alejandra restait toujours silencieuse. Il se passa les mains sur le visage comme s'il essayait d'effacer des souvenirs qui le tourmentaient depuis 20 ans. La nuit où Ricardo est mort. Commença-t-il d'une voix étranglée. Alejandra n'était pas dans sa chambre en train d'étudier comme elle nous l'avait dit. Je l'ai vu quitter la maison vers 20 heures. Je l'ai suivie parce que son attitude m'inquiétait. Elle était très étrange ces jours-là, plus agressive, plus rancunière. Mon mari s'arrêta, regardant ses mains comme si la terrible vérité qu'il avait gardée si longtemps était écrite dessus. Je les ai vus discuter près du ravin. Anna, je les ai entendus se crier des choses horribles. Mon monde commença à tourner. De quoi discutaient-ils, murmurai-je, même si une partie de moi ne voulait plus entendre la réponse. Roré leva les yeux et je vis des larmes briller dans ses yeux. Des larmes qu'il n'avait même pas versées aux funérailles de notre fils aîné. De l'argent, Anna. Alejandra était furieuse parce que Ricardo était l'aîné, et selon les traditions de ma famille, il hériterait de la majorité de nos biens. Mais il y avait autre chose, un argent que Ricardo avait découvert. Et quel argent, demandai-je, sentant le sol disparaître sous mes pieds. Roré soupira profondément avant de continuer. Quelques jours avant de mourir, Ricardo est venu me voir à l'atelier. Il avait découvert qu'Alejandra volait de l'argent dans nos économies. De petites sommes au début, mais ensuite des montants plus grands. Ricardo avait des preuves, il enquêtait depuis des mois. Mon esprit refusa de comprendre ce que j'étais en train d'entendre. Ma fille, celle qui avait été si attentionnée après la mort de Ricardo, celle qui nous aidait et prenait soin de nous volait déjà avant même que son frère ne meure. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, reprochai-je à Roré, sentant la trahison se multiplier. Parce que quand je suis arrivé au ravin ce soir-là, il était déjà trop tard, répondit-il d'une voix étouffée. J'ai vu Alejandra debout près du corps de Ricardo. Notre fille tremblait, pleurait et répétait sans arrêt, c'était un accident. C'était un accident. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés et m'a supplié de l'aider. Papa, m'a-t-elle dit, Ricardo a glissé en essayant de m'attraper. Je me suis juste défendu et il a perdu l'équilibre. Les larmes coulèrent sur mon visage sans que je puisse les retenir. Mais tu l'as cru, murmurai-je, même si je savais déjà la réponse. Roré hocha lentement la tête, avec une expression de culpabilité qui le rongeait depuis des décennies. C'était ma fille, Anna. Ma fille me demandait de l'aide et Ricardo était déjà mort. Je ne pouvais pas ramener l'un à la vie en détruisant l'autre. J'ai cru que c'était vraiment un accident, qu'Alejandra apprendrait la leçon, qu'elle deviendrait une meilleure personne après ça. Et l'argent volé, demandai-je, ayant besoin de connaître chaque détail de ce cauchemar. Ça n'a jamais cessé, répondit-il. En fait, elle a continué à prendre de petites sommes que je faisais semblant de ne pas voir, parce que la confronter aurait voulu dire admettre que j'avais couvert un meurtre. Je suis devenu son complice, Anna. Chaque fois que je restais silencieux, chaque fois que je faisais semblant de ne pas voir nos comptes diminuer, je devenais plus complice encore. La terrible réalité commença à se former dans mon esprit. C'est pour ça qu'elle est si intéressée à contrôler nos finances maintenant, murmurai-je. Ce n'est pas parce qu'on lui importe, c'est parce qu'elle veut finir ce qu'elle a commencé il y a 20 ans. Roré acquiesça gravement. Et il y a autre chose, Anna, quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines. Quoi d'autre pourrait-il y avoir, demandai-je, sentant que mon cœur ne supporterait pas plus de révélations. Roré alla à son bureau et prit des papiers qu'il avait cachés sous d'autres documents. J'ai enquêté discrètement sur les finances d'Alejandra. Son atelier ne va pas aussi bien qu'elle veut nous le faire croire. En fait, il est au bord de la faillite. Elle doit plus de 400 000 pesos, environ 22 200 $, à plusieurs banques et fournisseurs.
Les papiers tremblaient dans mes mains pendant que je lisais les chiffres. Alejandra n'était pas la femme d'affaires prospère qu'elle prétendait être. C'était une personne désespérée qui vivait de mensonges et d'argent volé depuis des décennies. Manuel est au courant de tout ça, demandai-je, en me souvenant de son sourire calme et de ses câlins chaleureux. Je suis sûr que oui, répondit Roré. Je remarque comment il dirige les conversations quand il parle de notre argent, comment il pose des questions précises sur nos économies, la valeur de la maison, nos assurances. Ce ne sont pas des questions innocentes, Anna. Ce sont les questions de quelqu'un qui calcule exactement combien vaut notre mort. Cette phrase me glaça jusqu'aux os. Notre mort, répétai-je dans un murmure. C'était la première fois que j'envisageais qu'Alejandra puisse vouloir nous faire du mal physiquement. Jusque-là, je pensais seulement qu'elle voulait nous voler ou nous manipuler. Mais si elle avait causé la mort de son propre frère pour de l'argent, qu'est-ce qui l'empêcherait de tuer ses parents pour la même raison? Roré, dis-je en attrapant ses mains, nous devons aller à la police. Nous devons leur dire la vérité sur Ricardo et sur ce qui se passe maintenant. Mais mon mari secoua la tête avec un regard de désespoir qui me brisa le cœur. Avec quelle preuve, Anna? Je suis complice d'avoir couvert un homicide. Si je parle maintenant, j'irai aussi en prison. Et puis, qui va croire un homme de 60 ans qui a gardé ce secret pendant 20 ans? Il avait raison. Alors, on attend juste qu'elle nous tue comme elle a tué Ricardo? Nous allons être très prudents, dit Roré, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. Nous allons trouver un moyen de nous protéger, de rassembler des preuves pour... Mais ces mots furent interrompus par le son du téléphone. C'était Alejandra. Bonjour maman, dit-elle avec cette voix douce qui maintenant sonnait sinistre à mes oreilles. Manuel et moi, on pensait que ce serait magnifique de fêter votre 35e anniversaire de mariage avec quelque chose de spécial. Que diriez-vous de vous emmener à ce belvédère dans la Sierra Madre orientale le week-end prochain? On pourrait faire une randonnée en famille, prendre des photos et passer une journée parfaite ensemble. Mon sang se glaça. Je regardai Roré, qui avait entendu la conversation et avait la même expression de terreur sur son visage. C'est une idée très gentille, ma fille, réussis-je à répondre d'une voix tremblante. Mais laisse-nous y réfléchir et on te rappellera demain. Après avoir raccroché, Roré et moi nous sommes regardés en silence, sachant que nous venions de recevoir une invitation à notre propre exécution. Le belvédère, murmurai-je. Elle veut nous emmener au belvédère pour nous tuer et faire croire à un accident. Roré acquiesça gravement. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi une seule minute. Blottis dans notre lit, nous planifions comment nous sauver de notre propre fille. Les jours suivants ont été un cauchemar de peur et de dissimulation. Roré et moi avons dû agir comme si de rien n'était quand Alejandra et Manuel sont venus nous rendre visite, en souriant quand ils parlaient du voyage au belvédère, en acquiesçant quand ils nous disaient, tout excités, qu'ils passeraient du temps avec nous. Mais au fond, chaque fibre de mon être hurlait de peur. Je savais que je regardais dans les yeux les responsables de la mort de mon fils aîné et qu'ils comptaient faire la même chose avec moi et avec mon mari, Manuel. Le jeudi après-midi, il est arrivé avec un sac à dos neuf et ce sourire tranquille qui ressemblait maintenant au masque d'un sociopathe. « Chère Anna, dit-il en m'enlaçant avec ses bras qui, bientôt, allaient me pousser vers la mort. J'ai acheté quelques provisions pour notre aventure au belvédère. De l'eau, des fruits, des sandwichs, tout ce dont nous aurons besoin pour le pique-nique. » Il m'a montré le contenu du sac comme un enfant excité, mais je ne pouvais que penser à la manière dont chacun de ces objets pourrait servir à couvrir notre assassinat. J'ai aussi apporté mon nouvel appareil photo, ajouta-t-il en exhibant un appareil numérique coûteux. Je veux capturer chaque moment de cette journée spéciale. Ce seront des photos que nous garderons pour toujours. L'ironie de ces mots m'a donné la nausée. La seule photo qu'il prendrait serait celle de nos corps brisés au fond d'un ravin, si jamais quelqu'un nous trouvait. Alejandra est apparue en portant du matériel de randonnée tout neuf. « Papa, dit-elle à Roré avec un enthousiasme fin, j'ai acheté tout l'équipement nécessaire pour une marche en sécurité. Cordes, lampes torchées, trousse de premier secours. » Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme une moquerie cruelle. Du matériel de sécurité pour planifier nos meurtres. La perversité de la situation m'a donné le vertige. N'est-ce pas un peu dangereux pour des personnes de notre âge, ai-je demandé en essayant de paraître détendu, tout en cherchant n'importe quelle excuse pour annuler le voyage. Alejandra a caressé ma joue avec cette fausse tendresse qui me retournait l'estomac. C'est pour ça que nous avons choisi un sentier très facile et sûr, assura-t-elle.
C'est une randonnée que même des enfants peuvent faire. Et puis, Manuel et moi serons là pour veiller sur vous à tout moment. Oui, il serait là pour veiller sur nous jusqu'au moment précis où il déciderait de nous pousser d'une falaise. Cette nuit-là, quand ils sont enfin partis, Roré et moi nous sommes assis sur notre porche en tremblant, non seulement à cause du froid de la nuit, mais à cause de la terreur absolue que nous avions contenue pendant des heures. On ne peut pas y aller, dis-je en lui serrant les mains. On va inventer une excuse. Si on n'y va pas, répondit Roré d'une voix grave, ils trouveront une autre manière de nous tuer. Peut-être quelque chose qui paraîtra encore plus accidentel, comme un incendie à la maison ou une agression qui tourne mal. Au moins, au Belvédère, on sait ce qu'ils vont essayer de faire. Ces mots avaient une logique terrible, mais ne me consolaient pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu proposes, demandai-je, désespéré de trouver une solution pour nous sauver la vie. Roré resta pensif quelques minutes avant de répondre. On y va, mais on sera préparé. Je vais cacher mon téléphone et le régler pour qu'il enregistre tout ce qui se passe. Si on survit, on aura des preuves. Et si on ne survit pas? Sa voix se brisa. Au moins, quelqu'un saura la vérité. Le vendredi soir, nous avons à peine touché à notre dîner. Nous savions que ça pourrait être notre dernier repas ensemble dans notre maison, dans cette cuisine où nous avions partagé tant de moments heureux quand nous étions une vraie famille. Roré a revérifié son testament une fois de plus, s'assurant que si quelque chose nous arrivait, au moins Alejandra n'obtiendrait pas tout sans qu'il existe une trace de nos soupçons. J'ai écrit une lettre, avoua-t-il en me montrant une enveloppe scellée. Là, elle est adressée à ta sœur Sofia. J'y explique tout ce que nous savons sur la mort de Ricardo et ce que nous pensons qu'Alejandra prévoit de nous faire. Je l'ai cachée dans le coffre de la banque. Si nous ne revenons pas de ce voyage, au moins elle saura où chercher la vérité. Cette nuit-là, nous sommes allés nous coucher enlacés, en nous murmurant des mots d'amour qui pourraient être les derniers. Si quelque chose m'arrive, dit Roré, je veux que tu saches que ces 35 années avec toi ont été les meilleures de ma vie. Malgré tout, malgré les erreurs et les secrets, je t'aime plus que ma propre vie. J'ai pleuré en silence, en mémorisant le rythme de sa respiration, la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau. Le samedi s'est levé sous un ciel bleu qui semblait se moquer de notre situation. Alejandra est arrivée tôt en sifflotant une mélodie joyeuse qui m'a glacé le sang. Bonjour, les tourtereaux, cria-t-elle depuis la porte d'entrée. Prêt pour votre grande aventure? Manuel est apparu derrière elle, rayonnant comme si c'était le jour le plus heureux de sa vie, sauf que c'était un rendez-vous avec la mort. Pendant le petit déjeuner que nous avons à peine pu avaler, Alejandra a expliqué en détail l'itinéraire que nous ferions. C'est un sentier magnifique, dit-elle en étalant une carte sur la table. Il mène à un belvédère d'où on peut voir toute la baie de Puerto Vallarta. On dit que la vue est spectaculaire. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme qui semblait démoniaque. Bien sûr, la vue serait spectaculaire, ce seraient les dernières que nous verrions de notre vie. Le sentier a quelques parties raides, ajouta Manuel, comme s'il nous donnait des informations touristiques utiles. Mais rien que des randonneurs expérimentés comme vous ne puissent gérer. Son commentaire sur nos prétendues compétences de randonneurs sonnait comme une blague cruelle. Nous étions deux sexagénaires qui nous contentions de marcher de temps en temps sur la plage. Pendant que nous chargions la voiture, j'ai vu Alejandra vérifier méticuleusement son sac à dos, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour son plan. J'ai vu des cordes, une petite pelle et quelque chose qui ressemblait à une fusée de détresse. À quoi ça sert? Demandai-je en la montrant du doigt. Pour la sécurité, répondit-elle sans hésiter. Si on se perd ou si quelque chose se passe mal, on peut envoyer un signal de détresse. Bien sûr, ils enverraient un signal après nous avoir poussés d'une falaise pour que nos corps soient retrouvés et qu'on confirme que c'était un tragique accident pendant une randonnée en famille. Tout était calculé. Chaque détail avait été planifié pour faire paraître nos meurtres parfaitement naturels. Le trajet en voiture vers la Sierra Madre orientale a duré presque 3 heures qui ont semblé une éternité. Manuel a mis de la musique entraînante et chantait avec les chansons, comme si nous partions vraiment pour une agréable sortie en famille. Alejandra conduisait prudemment, respectant toutes les limitations de vitesse, s'arrêtant à chaque stop. Elle ne voulait pas risquer un accident qui gâcherait ses plans parfaits. Pendant le trajet, Roré m'a discrètement pris la main et a lancé l'enregistrement sur son téléphone. Tout ce qui se passerait à partir de ce moment-là serait enregistré. Si nous réussissions à survivre, nous aurions des preuves. Sinon, au moins la vérité ne mourrait pas avec nous. Quand nous sommes finalement arrivés au début du sentier,
mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. L'endroit était magnifique, avec de grands arbres et le bruit d'une cascade au loin, mais pour moi, c'était devenu la scène de ma propre exécution. Alejandra et Manuel ont sorti leur sac de la voiture, en souriant et plaisantant comme si c'était le jour le plus heureux de leur vie. « Prêt pour l'aventure ?» demanda Alejandra. Et pour la première fois en 20 ans, j'ai vu dans ses yeux le même éclat froid qu'elle devait avoir la nuit où Ricardo est mort. Le sentier a commencé relativement facilement, serpentant entre des arbres feuillus et des rochers couverts de mousse. Manuel marchait devant nous, prenant constamment des photos et commentant la beauté du paysage. « Regardez ces fleurs sauvages !» s'exclama-t-il en montrant des buissons remplis de fleurs violettes. Cette formations rocheuses, incroyables. Son jeu était parfait, celui d'un gendre aimant profitant d'une journée spéciale avec ses beaux-parents. Alejandra marchait derrière nous, soi-disant pour s'assurer que nous ne restions pas en arrière, mais je sentais ses yeux dans notre dos comme des poignards. Chaque fois que je me retournais pour la regarder, elle me souriait avec ce sourire qu'elle avait perfectionné au fil de 20 ans de mensonges. « Comment vont maman et papa ?» demandait-elle avec une fausse inquiétude. « Vous avez besoin de vous arrêter et de vous reposer. » Après 1 heure de marche, nous avons commencé à monter une partie plus raide du sentier. Mes jambes étaient déjà lourdes et Rory respirait avec difficulté. Nous n'étions pas habitués à ce type d'effort, et nos enfants assassins le savaient parfaitement. Ils avaient choisi un parcours qui nous épuiserait physiquement, nous rendant vulnérables pour le moment où ils exécuteraient leur plan. « On est presque arrivé au belvédère », annonça Manuel avec enthousiasme. Mais d'après la carte que j'avais vue à la maison, il est resté encore au moins une demi-heure de marche. Son mensonge confirma qu'il n'avait aucune intention d'aller jusqu'au vrai belvédère. L'endroit où il prévoyait de nous tuer devait être beaucoup plus proche. Pendant toute la marche, j'essayais de mémoriser chaque détail du sentier, chaque arbre, chaque rocher qui pourrait servir de repère si je survivais et que je devais expliquer à la police exactement où tout s'était passé. Rory faisait la même chose et parfois nous échangions des regards remplis de terreur et de détermination. Nous savions que nous marchions vers notre mort, mais nous savions aussi que c'était notre seule chance d'obtenir les preuves dont nous avions besoin. « Regardez ça !» cria soudain Alejandra en pointant une formation rocheuse sur notre droite. « Cette falaise a une vue incroyable. Montons là-haut pour prendre quelques photos spéciales. » Mon sang se glaça. Là se trouvait l'endroit qu'ils avaient choisi pour notre assassinat. La falaise s'élevait à environ 30 mètres au-dessus du sentier principal, accessible par un chemin secondaire qui semblait bien plus dangereux que celui que nous suivions. Les rochers étaient instables, il y avait moins d'arbres pour se retenir en cas de chute et depuis le sommet, on voyait un précipice qui tombait dans un ravin profond rempli de roches tranchantes. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée », dis-je en essayant de paraître détendu. Ce sentier a l'air assez dangereux pour des gens de notre âge. Mais Manuel avait déjà commencé à marcher vers la bifurcation, portant son sac rempli d'équipements de sécurité qu'il n'utiliserait pas pour nous sauver. « Viens, Anna », dit-il avec cette voix persuasive qu'il utilisait quand il voulait me convaincre de quelque chose. « Ça ne prendra que quelques minutes. » Et puis, Alejandra a raison. Les photos de là-haut seront spectaculaires. La façon dont il avait dit « spectaculaire » me fit frissonner. Elles seraient spectaculaires pour ceux qui les verraient plus tard comme preuve de notre accident. Rory serra ma main discrètement, me rappelant que son téléphone enregistrait tout. Nous devions continuer. Nous devions aller jusqu'au bout pour obtenir les preuves dont nous avions besoin. Si nous refusions maintenant, ils trouveraient simplement une autre occasion, un autre lieu, une autre excuse pour nous tuer. La montée vers la falaise fut épuisante. Les roches glissaient sous nos pieds et plus d'une fois j'ai failli tomber. Mais le plus terrifiant fut de réaliser à quel point cet endroit était parfait pour un meurtre. Si quelqu'un trébuchait, accidentellement, et tombait du sommet, il n'y avait aucune chance de survie. Et surtout, il n'y aurait aucun témoin. « On est presque arrivé », cria Alejandra depuis le haut, où elle était déjà montée avec l'agilité de quelqu'un qui avait soigneusement planifié cette route. Manuel la suivit puis aida Rory et moi à terminer les derniers mètres de l'ascension. Ses mains sur mes bras me semblèrent être les griffes d'un prédateur. Le belvédère était, en effet, spectaculaire. De là, on pouvait voir toute la vallée, les montagnes au loin et la mer qui brillait à l'horizon. En d'autres circonstances, cela aurait été un moment magnifique à partager en famille. Mais sachant ce que je savais, le lieu ressemblait au décor parfait d'un cauchemar. « Venez ici pour les photos », cria Manuel en se plaçant près du bord de la falaise. « Je veux que la vallée soit en arrière-plan. » Rory et moi nous approchâmes lentement,
chaque pas nous rapprochant de notre destin final. Je vis Alejandra se placer stratégiquement derrière nous, calculant les angles, mesurant les distances. Parfait, s'exclama Manuel en levant son appareil photo. Maintenant, enlacez-vous et souriez. Roré et moi nous sommes enlacés probablement pour la dernière fois, tandis qu'il prenait photo après photo. Chaque flash ressemblait à un éclair annonçant la tempête qui allait éclater. Prenez-en une autre, suggéra Alejandra en se rapprochant de nous. Mais cette fois, reculez un peu plus pour que le paysage entre mieux dans le cadre. Un pas en arrière signifiait être exactement au bord du précipice. Roré et moi échangeâmes un regard. Le moment était venu. Nous avons reculé comme on nous l'avait ordonné, sentant le sol solide disparaître sous nos pieds, ne laissant que le vide de l'abîme derrière nous. Manuel leva la caméra une fois de plus, mais cette fois je vis quelque chose de différent dans ses yeux. Il n'y avait plus besoin de faire semblant. Le masque était tombé. Souriez, dit-il d'une voix qui n'avait plus rien de douce. Ce sera votre dernière photo. À ce moment-là, Alejandra se jeta sur nous, les bras tendus. Le plan était simple, nous pousser en arrière pour que nous tombions dans le vide, prendre quelques photos de l'accident, puis redescendre pour découvrir nos corps brisés. Mais Roré s'était préparé à ce moment. Au dernier instant, il réussit à attraper le poignet d'Alejandra et à la tirer vers l'avant. « Si nous devons mourir, tu viens avec nous » cria-t-il avec une rage que je ne lui avais jamais vue. Pendant un instant, nous étions tous les quatre en équilibre précaire au bord de la falaise, nous agrippant les uns aux autres dans une danse macabre entre la vie et la mort. Manuel cria et tenta d'aider Alejandra, mais le poids de nous tous était trop. Je sentis le sol céder sous mes pieds. Je sentis la gravité commencer à gagner la bataille. Et puis nous tombâmes tous les quatre ensemble, enfermés dans une étreinte mortelle, en hurlant tandis que l'air sifflait autour de nous et que le sol rocheux se rapprochait à une vitesse vertigineuse. Dans ces secondes qui semblèrent une éternité, je pensais à Ricardo, à ce qu'il avait dû ressentir quand Alejandra l'avait poussé dans le ravin il y a 20 ans. J'imaginais sa terreur, sa confusion, sa trahison en comprenant que sa propre sœur l'avait condamné à mort. L'impact fut brutal. J'entendis l'horrible son de mes os se briser, le bruit de mon corps s'écrasant contre les rochers. La douleur était indescriptible, mais encore plus terrible était le goût du sang dans ma bouche et la certitude que cette fois Alejandra avait gagné. Cette fois, il n'y aurait pas de témoin pour raconter la vérité. Mais alors j'entendis la voix de Roré, faible mais claire. « Anna, ne bouge pas, fais semblant d'être morte. » Et je réalisais quelque chose d'incroyable, j'étais encore vivante. La douleur était si intense que je pensais devenir folle. Chaque fibre de mon corps hurlait d'agonie. Je sentais le sang couler sur mon visage et quelque chose de chaud et collant imbibait mes vêtements. Mais la voix de Roré résonnait dans mes oreilles comme un ordre divin. « Fais semblant d'être morte. » Avec une force de volonté que je ne me connaissais pas, je restais complètement immobile, contrôlant même ma respiration pour la rendre imperceptible. À quelques mètres, j'entendais les gémissements de douleur d'Alejandra et de Manuel. Eux aussi avaient survécu à la chute, mais d'après leur son, ils semblaient dans un état pire que nous. « Manuel » entendis-je la voix brisée de ma fille. « Tu vas bien ?» Sa préoccupation pour son mari me retourna l'estomac. Cette femme qui avait causé la mort de son propre frère et tenté de nous tuer était encore capable de ressentir de l'amour pour quelqu'un. Je crois que je me suis cassé la jambe, gémit Manuel. Ça fait si mal, Alejandra. Et les vieux? La façon méprisante dont il parla de nous confirma ce que je savais déjà, nous n'avions jamais été une famille pour lui. Nous n'étions que des obstacles sur le chemin de notre argent. J'entendis des mouvements comme si Alejandra rampait dans notre direction. Mon cœur battait si vite que j'eus peur qu'elle puisse l'entendre. « Ils sont morts », annonça TL après quelques minutes qui parurent des heures. Ils ont les yeux ouverts, mais ils ne respirent pas. Son mensonge me remplit d'un étrange espoir. Si elle croyait que nous étions morts, alors peut-être que nous aurions une chance. « Parfait », murmura Manuel avec une satisfaction qui me glaça le sang. Ça a marché exactement comme on l'avait prévu. Sauf la partie où nous sommes tombés aussi, répondit Alejandra avec un rire amer. Au moins, nous n'aurons plus à faire semblant de les aimer. Dans les minutes suivantes, qui semblèrent une éternité, Alejandra et Manuel discutèrent de leur situation. Ils étaient blessés tous les deux, mais pouvaient bouger. Leur plan, maintenant, était de ramper jusqu'à trouver un endroit d'où ils pourraient appeler à l'aide et ensuite raconter l'histoire de comment ils avaient miraculeusement survécu à un tragique accident qui avait tué leurs pauvres parents.
Rappelle-toi de l'histoire, dit Alejandra à Manuel. Nous prenions des photos quand une roche a cédé sous les pieds de papa. Il a trébuché, en essayant de se rattraper, il a tiré maman avec lui. Nous avons essayé d'aider, mais nous sommes tombés aussi. Il est important que nos versions coïncident. Je sais, répondit Manuel. On l'a répété 100 fois. Nous sommes les survivants traumatisés d'une tragédie familiale. Pauvres de nous. Nous avons perdu nos chers beaux-parents dans un horrible accident. Leur jeu était si convaincant que, si je n'avais pas vécu la vérité, j'aurais cru chaque mot. Peu à peu, leurs voix se sont estompées pendant qu'ils rampaient vers ce qu'ils espéraient être le salut. Quand le silence est enfin tombé, Roré a murmuré mon nom si doucement que je pouvais à peine l'entendre. « Anna, tu vas bien ?» J'ai répondu sur le même ton, confirmant que j'étais vivante, mais terriblement blessée. « Ma jambe droite est cassée », me dit-il d'une voix étouffée par la douleur. « Et je crois que j'ai quelques côtes fracturées. »« Et toi ?» J'ai fait un inventaire mental de mon corps. Je sentais une douleur aiguë dans mon bras gauche. Ma tête battait comme si quelqu'un la frappait avec un marteau et il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas avec mon épaule, mais j'étais en vie, et c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Bon, on est mal en point, mais on est en vie, chuchotai-je. Le téléphone enregistre, mais il n'y a pas de réseau ici en bas. C'était la partie la plus effrayante de notre situation. Nous étions vivants, mais coincés au fond d'un ravin, blessés et sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Si personne ne venait nous chercher, nous mourions là, lentement, de soif, de faim ou de nos blessures. Roré, murmurai-je, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai besoin que tu me racontes tout. Tout ce qui s'est réellement passé la nuit où Ricardo est mort. Mon mari soupira profondément, comme s'il attendait ce moment depuis 20 ans. Cette nuit-là. Commença-t-il d'une voix tremblante. Ricardo est venu me voir à l'atelier. Il était furieux. Il avait des papiers à la main, des relevés bancaires. Il m'a montré des preuves qu'Alejandra volait de l'argent sur nos comptes depuis des mois. De petites sommes au début, puis des montants plus grands. Ricardo enquêtait parce qu'il avait remarqué des incohérences dans nos économies. La douleur physique se mélangeait à la douleur émotionnelle pendant que j'écoutais la vérité cachée depuis des décennies. Ricardo voulait confronter Alejandra ce soir-là, continua Roré. J'ai essayé de le calmer, de le convaincre d'attendre le lendemain, mais il était décidé. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir en sachant que sa petite sœur nous volait. Et tu l'as suivi, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Je l'ai suivi parce que j'avais peur de ce qui pourrait se passer. Je connaissais le tempérament de Ricardo quand il se mettait en colère, et j'avais aussi remarqué quelque chose d'étrange chez Alejandra ces derniers temps. Une froideur qui me donnait des frissons. Quand je suis arrivé près du ravin, poursuivit Roré, je les ai trouvés en train de se crier dessus. Ricardo tenait les papiers à la main et les agitait au visage d'Alejandra. « Et tu es une voleuse » criait-il. « Et tu voles nos propres parents. » Alejandra niait tout. Elle disait que Ricardo était fou, qu'il inventait des choses. Mon cœur s'accéléra en imaginant la scène, mes deux enfants face à face dans l'obscurité, l'un accusant l'autre de trahison. « Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite » demandai-je, même si une partie de moi ne voulait pas le savoir. Roré s'arrêta longtemps avant de poursuivre. Ricardo lui a dit que si elle ne rendait pas l'argent et ne nous avouait pas tout, il nous dirait la vérité lui-même. Alejandra est devenue furieuse. Elle a hurlé que Ricardo avait toujours été le favori, qu'il avait toujours tout obtenu facilement, et que c'était le moment que les choses changent. Et puis, la voix de Roré se brisa. Alejandra a poussé Ricardo. Ce n'était pas un accident. Elle l'a poussé de toutes ses forces, délibérément. Les larmes ont coulé sur mon visage, se mêlant au sang de mes blessures. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité » demandai-je, sentant un mélange de rage et de désespoir. Roré soupira profondément. « Parce que quand j'ai rejoint Alejandra, elle pleurait, tremblait, me répétant encore et encore que c'était un accident, qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Elle m'a supplié de ne rien te dire, qu'elle ne pouvait pas te perdre toi aussi. Mais tu savais que c'était un mensonge, murmurai-je, sentant le poids de la trahison s'alourdir. Oui, mais c'était ma fille, Anna, ma seule fille survivante. Comment pouvais-je la livrer à la police? Comment pouvais-je détruire ce qui restait de notre famille? Sa justification me fit autant mal que mes blessures physiques. Et l'argent volé, continuai-je.
Alejandra a promis qu'elle le rendrait petit à petit. Elle a juré que c'était une mauvaise décision, qu'elle était désespérée, que ça n'arriverait plus jamais. Mais elle n'a jamais rendu un seul centime. En fait, elle a continué à voler, et moi je suis resté silencieux, parce que chaque jour qui passait me rendait plus complice de son crime. À ce moment-là, nous avons entendu des voix au loin. Alejandra et Manuel avaient réussi à trouver de l'aide. Bientôt, les équipes de secours seraient là et nos enfants assassins joueraient le rôle de leur vie, les survivants traumatisés d'une tragédie familiale. Les voix se rapprochaient, accompagnées du bruit d'hélicoptères qui survolaient la zone. L'équipe de secours était arrivée, et avec elle le moment le plus crucial de nos vies. Roré et moi devions prendre une décision en quelques minutes. Devions-nous continuer à faire semblant d'être morts jusqu'à trouver l'occasion parfaite de révéler la vérité? Ou prendre le risque d'être secourus en même temps que nos assassins? Anna, chuchota Roré avec urgence, le téléphone a tout enregistré de là-haut. Nous avons l'aveu de Manuel sur le plan. Nous avons Alejandra qui admet que nous sommes des obstacles. On a tout. Mais s'ils nous trouvent vivants maintenant, ils peuvent détruire les preuves avant qu'on arrive à les remettre aux autorités. Il avait raison. Si Alejandra et Manuel réalisaient que nous avions survécu et entendu leurs aveux, ils trouveraient un moyen de nous faire taire pour toujours. Cette fois, ce ne serait pas un accident, ce serait quelque chose de bien plus direct et définitif. Nous devions attendre le moment parfait. Et ils sont là-bas, cria la voix d'Alejandra d'en haut. Mes parents, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Son jeu était parfait, sa voix brisée par la douleur et le désespoir. Si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais cru qu'elle était une fille dévastée par la perte de ses parents. Madame, gardez votre calme, répondit une voix autoritaire qui devait appartenir au chef de l'équipe de secours. Nous allons descendre pour les évaluer. Vous et votre mari pouvez vous écarter? J'entendis le bruit des cordes et du matériel qu'on préparait pour la descente. Manuel avait perfectionné son rôle de gendre en deuil. Je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé, sanglota Théil. Nous prenions des photos. Si heureux. Tout est arrivé si vite. Une roche s'est détachée et ils sont tombés. Chaque mot était un coup de couteau dans mon cœur, car je savais qu'il répéterait ces mêmes mensonges à la police, aux médias, à quiconque voudrait entendre sa version des faits. Les secouristes ont commencé à descendre. J'entendais leur voix se rapprocher, le bruit des bottes contre la roche, le cliquetis du matériel. Roré me serra discrètement la main, me rappelant que nous devions maintenir notre jeu quoi qu'il arrive. Ils sont ici, cria l'un des secouristes en nous trouvant. Nous avons 2 personnes au fond du ravin. Il s'approcha de nous et commença à nous examiner. Je gardais les yeux fermés et une respiration si légère qu'elle était presque imperceptible. Je sentis ses mains chercher un pouls à mon cou, puis son oreille près de ma bouche pour détecter mon souffle. Celui-ci a encore un pouls faible, annonça-t-il en parlant de Roré. La femme, je ne suis pas sûr. J'ai besoin de l'équipe médicale ici en bas immédiatement. Mon cœur s'emballa. Le plan fonctionnait. Il croirait que Roré était à l'agonie mais encore vivant, tandis que moi, je serais assez proche de la mort pour ne pas être une menace immédiate. Dans les minutes suivantes, qui semblèrent des heures, les ambulanciers ont travaillé sur nous. Je sentis qu'on me mettait un masque à oxygène, qu'on vérifiait mes blessures et qu'on me sanglait sur un brancard. Tout le temps, j'ai dû lutter contre chaque instinct de mon corps qui me criait d'ouvrir les yeux, d'appeler à l'aide, d'arrêter de faire semblant. L'homme est stable mais dans un état critique, entendis-je l'un des ambulanciers informer par radio. La femme est dans un état très grave, pouls presque imperceptible. Nous devons les transporter immédiatement à l'hôpital. Parfait. Ils allaient nous emmener à l'hôpital, où nous aurions la chance de parler aux autorités sans qu'Alejandra et Manuel puissent nous réduire au silence. Pendant la remontée sur les brancards, j'entendais les sanglots d'Alejandra et les paroles de réconfort que les secouristes lui adressaient, à elle et à Manuel. « Tu as été si courageuse de survivre à ça », lui dit quelqu'un. « C'est un miracle que tu sois relativement bien. » S'ils savaient que le vrai miracle était que Roré et moi étions encore vivants pour raconter la vérité. Dans l'hélicoptère médical, alors que nous volions vers l'hôpital, je sentais la présence de Roré sur le brancard à côté du mien. Les ambulanciers s'efforçaient de le maintenir stable et, d'après leur conversation, je compris qu'il était dans un état critique. Ses blessures étaient plus graves que les miennes, et pendant un moment terrible, je craignis qu'il ne meure avant que nous puissions révéler la vérité. « Madame », m'entendis-je dire par un des ambulanciers, « si vous m'entendez, tenez bon.
Nous serons à l'hôpital dans quelques minutes. Sa voix était douce, pleine d'une véritable compassion, un contraste dramatique avec la fausseté que j'avais entendue de ma propre famille. Quand nous arrivâmes à l'hôpital de Mexico, le chaos fut immédiat. Médecins et infirmières couraient dans tous les sens, criant des ordres médicaux que je ne comprenais pas. On me conduisit directement dans une salle d'urgence où ils commencèrent à travailler sur mes blessures. Je devais continuer à feindre l'inconscience, mais je devais aussi trouver un moyen de communiquer avec quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Un docteur, dit une infirmière, ces signes vitaux sont étranges. Le pouls est plus fort que ce qu'on attendrait pour quelqu'un dans un tel état. Mon cœur fit un bond. On m'avait découverte. J'étais une si mauvaise actrice que mon propre corps me trahissait. Ça arrive parfois dans les cas de traumatisme extrême, répondit la médecin. Le corps a des façons mystérieuses de s'accrocher à la vie. Nous allons la surveiller de près. Les prochaines heures seront cruciales. Alejandra fit un son qui devait ressembler à un sanglot de douleur, mais pour moi, il sonna comme un soupir de soulagement. « Pouvons-nous les voir » demanda Manuel. « Juste quelques minutes. Nous devons leur dire adieu au cas où il arriverait quelque chose. » La médecin hocha la tête et bientôt j'entendis des pas s'approcher de mon lit. C'était le moment le plus dangereux de tous. Je devais convaincre mes assassins que j'étais réellement en train de mourir. Je sentis la présence d'Alejandra près de mon lit. Sa main toucha la mienne et tout ce que je pus faire fut de ne pas la retirer immédiatement. « Maman, murmura-t-elle, si tu m'entends, je veux que tu saches que je t'aime. Je suis tellement désolé que tout ça soit arrivé. » Ces mots étaient du miel empoisonné, doux en surface, mais mortel dans leur essence. Manuel s'approcha de l'autre côté. « Chère Anna, murmura-t-il, tu as été comme une mère pour moi. Nous ne t'oublierons jamais. » Mensonge. La seule raison pour laquelle il ne m'oublierait pas, c'est parce qu'il devrait vivre avec le poids de m'avoir assassiné. Mais alors, Alejandra se pencha encore plus près de mon oreille et chuchota quelque chose qui me glaça le sang. « J'espère que tu as appris la leçon, maman. Tu n'aurais jamais dû poser autant de questions sur nos finances. Certaines vérités doivent rester enterrées, comme Ricardo. » À cet instant, je sus que notre plan avait fonctionné. Alejandra venait d'avouer, et même si je n'avais pas pu l'enregistrer, il y avait une infirmière dans la pièce qui avait entendu chaque mot. Le chuchotement d'Alejandra résonnait en moi comme une confession directe de sa culpabilité. Elle avait mentionné Ricardo. Elle avait admis que certaines vérités devaient rester enterrées. Et surtout, elle avait reconnu que nos questions sur les finances étaient la raison de notre accident. Mais j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin d'une confession complète qui ne puisse pas être mal interprétée ou niée plus tard. L'infirmière qui avait entendu, une jeune femme appelée Maria selon son badge, avait arrêté de vérifier les moniteurs. À travers mes paupières entr'ouvertes, je vis ses yeux s'écarquiller de surprise et d'horreur. Elle avait entendu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre, et son expression me dit qu'elle en comprenait parfaitement les implications. « Que as-tu dit sur Ricardo » murmura Manuel, visiblement surpris par la mention du frère mort. Alejandra se raidit, se rendant compte qu'elle avait trop parlé. « Rien, marmonna-t-elle. Je voulais juste dire, enfin, maman s'est toujours demandé ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. » Je crois que ça n'a plus d'importance, répondit Manuel, mais sa voix était tendue. Mais ça comptait. Emmanuel était assez intelligent pour se rendre compte que sa femme avait commis une erreur. « Partons, » dit Alejandra d'une voix tendue. Les médecins ont besoin d'espace pour travailler. Je pus sentir la tension entre eux, la compréhension qu'ils avaient parlé de trop au mauvais endroit. Après leur départ, l'infirmière Maria s'approcha de mon lit. « Madame » murmura-t-elle si bas que je pouvais à peine l'entendre, « je sais que vous m'entendez. Ce que je viens d'entendre n'est pas normal. Si vous êtes en danger, vous devez me le dire d'une façon ou d'une autre. » Sa voix avait une urgence qui me remplit d'espoir. Quelqu'un d'autre commençait à suspecter. Très lentement, presque imperceptiblement, je bougeai mon index. C'était le plus petit des mouvements, mais Maria le remarqua aussitôt. « Mon Dieu » souffla-t-elle. Là elle fait semblant d'être inconsciente. Je bougeai encore mon doigt, cette fois 2 fois. « Écoutez » dit-elle en se penchant encore plus près. « Je vais faire semblant de vérifier vos moniteurs. Si vous êtes en danger à cause de ces personnes qui viennent de sortir, bougez votre doigt 3 fois. » Sans hésiter, je bougeai mon doigt 3 fois. Maria halta. « C'est eux qui vous ont fait ça ?
Je fis 3 mouvements de plus. L'infirmière s'éloigna de mon lit et fit semblant de vérifier ma perfusion pendant qu'elle digérait ce qu'elle venait de découvrir. Je vis dans son expression qu'elle luttait avec la décision de ce qu'il fallait faire. Finalement, elle revint vers moi. « Je vais parler à la médecin en charge », chuchota-t-elle. « Mais vous devez continuer à faire semblant jusqu'à ce qu'on puisse vous protéger, compris ?» Je bougeai mon doigt une fois. Les minutes suivantes furent interminables. Maria sortit de la chambre et je restai seul, priant pour qu'elle croie mon histoire et agisse correctement. Finalement, j'entendis des pas approcher. C'était Maria, accompagnée d'une femme plus âgée qui devait être la médecin-chef, et, à ma surprise, de 2 policiers. « Madame, » dit la médecin d'une voix basse, « l'infirmière Maria m'a parlé de votre situation. Si vous m'entendez, sachez que vous êtes désormais en sécurité. Les policiers sont là pour vous protéger. » Une vague de soulagement si intense faillit briser mon jeu. « Pouvez-vous ouvrir les yeux ?» demanda un des policiers. Lentement, très lentement, j'ouvris les yeux. La lumière de l'hôpital m'aveugla un instant, mais peu à peu, je pus distinguer les visages inquiets qui m'entouraient. « Grâce à Dieu », murmura Maria. Je croyais devenir folle. « Madame », dit le policier, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse, « je suis le détective Martinez. Nous comprenons que vous pourriez être dans une situation très dangereuse. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé sur cette montagne ?» Ma voix sortit comme un chuchotement rauque après des heures à feindre l'inconscience. Ma fille et son mari nous ont poussés. » Les heures suivantes furent un tourbillon de déclarations, d'enregistrements et de révélations. Je racontai au détective Martinez tout ce que je savais. La mort de Ricardo, les vols d'Alejandra, la pression pour changer notre testament et finalement le plan pour nous assassiner dans la montagne. Mais la chose la plus importante était l'enregistrement dans le téléphone de Roré. « Votre mari a des preuves enregistrées ?» demanda le détective, les yeux brillants. « Oui », répondis-je. « Tout est dans son téléphone, les aveux, les plans, tout. » Le détective partit aussitôt dans la chambre où Roré était soigné. Roré avait repris conscience peu après moi et, quand le détective lui expliqua la situation, il remit son téléphone sans hésiter. « Voici tout », dit-il d'une voix faible mais ferme. 20 ans de mensonges et la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pendant que les techniciens de la police analysaient l'enregistrement, Alejandra et Manuel restaient dans la salle d'attente, jouant leur rôle de membres de la famille dévastée auprès des autres visiteurs de l'hôpital. Ils n'avaient aucune idée que leur mise en scène soigneusement préparée était sur le point de se terminer pour toujours. « L'enregistrement est clair », annonça le détective après 1 heure. « Nous avons des aveux explicites sur le meurtre de Ricardo, des admissions de vol d'argent et des preuves directes de tentative d'assassinat prémédité contre vous deux. Est-ce suffisant pour les arrêter ? Mais, est-ce que vous allez les arrêter ici ? Demandai-je, inquiète pour notre sécurité. S'ils se rendent compte que nous sommes vivants et que nous parlons ? Le détective acquiesça, comprenant mon inquiétude. Nous avons déjà des policiers en position. Dès que nous aurons le mandat d'arrêt signé, nous les arrêterons. En attendant, vous deux êtes sous protection policière. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Alejandra et Manuel étaient en bas, probablement en train de parler avec les familles d'autres patients, recevant des condoléances pour nos morts, planifiant comment gérer nos funérailles et notre héritage. Ils n'avaient aucune idée que, dans les chambres de l'étage au-dessus, nous étions en train de démanteler leur monde de mensonges soigneusement construit. « Y a-t-il autre chose ?» demandai-je, sentant qu'un détail me troublait encore. Le détective prit une chemise de documents. « Après avoir entendu votre histoire, nous avons fait une vérification préliminaire des finances de votre fille. Non seulement elle est en faillite, comme vous le soupçonniez, mais elle doit aussi de l'argent à des personnes très dangereuses, des usuriers qui n'acceptent aucune excuse. » Mon sang se glaça. Ça veut dire que nous n'étions pas seulement un inconvénient pour elle. Vous et votre mari étiez sa seule planche de salut, confirma-t-il. Avec votre héritage, elle pourrait payer ses dettes et repartir à zéro. Sans vous, elle serait probablement morte dans quelques semaines. Cette révélation ajouta une nouvelle dimension à la trahison. Elle ne nous voyait pas seulement comme des obstacles, elle nous voyait comme son salut financier. Notre mort n'était pas seulement commode pour elle, elle était absolument nécessaire à sa survie. Et qu'est-ce qui va arriver à nos petits-enfants ? Demandai-je, sentant une nouvelle vague de douleur en pensant aux enfants innocents d'Alejandra et Manuel. Les services sociaux prendront leur garde temporaire, répondit gentiment le détective. Mais d'après ce que je comprends,
vous pourriez demander la tutelle dès que vous serez remise de vos blessures. L'idée d'élever les enfants de nos propres assassins était écrasante, mais c'était aussi la seule manière d'assurer que quelque chose de bon sortirait de ce cauchemar. Ces enfants étaient innocents et méritaient une chance de grandir dans un foyer où l'amour était réel, pas fin. C'est l'heure, annonça le détective lorsqu'un policier entra dans la chambre avec des papiers à la main. Les mandats sont signés. Nous allons les arrêter maintenant. Par la fenêtre de ma chambre qui donnait sur le hall de l'hôpital, je vis les policiers se positionner discrètement. Le moment que j'avais attendu pendant 20 ans était enfin arrivé. Alejandra et Manuel, j'entendis la voix ferme du policier responsable. Vous êtes arrêtés pour le meurtre de Ricardo et pour la tentative d'assassinat d'Anna et Roré. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis la voix hystérique d'Alejandra. De quoi parlez-vous? Nous sommes les victimes ici. Nos parents sont morts dans un accident. Madame, répondit calmement le policier, vos parents sont vivants et ont fourni des preuves complètes de vos crimes. Il y eut un moment de silence absolu, suivi d'un cri de désespoir de Manuel. C'est impossible. Nous les avons vus mourir. Ils étaient morts. Sa confession involontaire fut captée par les enregistreurs de la police, ajoutant une pièce de plus au dossier. À la radio, j'entendis Alejandra commencer à accuser Manuel. Tout était son idée. Je ne voulais rien faire de tout ça. Il m'a forcé. Et Manuel, dans sa détresse, cria. C'est toi qui as suggéré la falaise. Tu as tout planifié depuis le début. En quelques minutes, l'alliance qui avait duré des années s'effondra pendant que chacun essayait de sauver sa peau. Le détective Martinez revint dans ma chambre 1 heure plus tard, avec une expression mêlée de satisfaction et de tristesse. Ils sont arrêtés et en route vers le commissariat, informa Teil. Ils essaient tous les deux de rejeter la faute sur l'autre, ce qui ne fait que renforcer notre dossier. Mais il y a autre chose que je dois vous dire. Quoi d'autre, demandai-je, même si je n'étais pas sûr que mon cœur supporterait davantage de révélations. Pendant l'arrestation, nous avons trouvé ceci dans le sac de votre fille, dit-il en me montrant un petit enregistreur numérique. Apparemment, elle enregistrait ses conversations avec vous et avec votre mari ces dernières semaines, probablement pour chercher des preuves que vous vous doutiez de quelque chose. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que cela signifie? Le détective soupira. Cela signifie qu'elle savait que vous commenciez à découvrir la vérité. Le voyage dans la Sierra n'a pas été une décision spontanée, c'était une réponse directe à vos soupçons. Sur un des enregistrements, on entend clairement Manuel lui dire. Nous devons agir vite avant qu'il n'aille à la police. La profondeur de la préparation et le sang-froid de leurs calculs me laissèrent sans voix. Ils n'avaient pas seulement planifié notre meurtre, ils surveillaient nos conversations, évaluaient le niveau de danger que nous représentions pour eux. Nous étions des souris dans un labyrinthe, et eux, les scientifiques, observant chacun de nos mouvements. Et il y a encore une chose, continua le détective, que nous avons trouvé dans l'enquête sur ses finances. Votre fille ne devait pas seulement de l'argent à des usuriers dangereux, mais elle avait aussi falsifié votre signature sur plusieurs documents pour essayer d'accéder à vos comptes bancaires. Si vous étiez mort dans ce ravin, elle aurait eu un accès immédiat à toutes vos ressources. Chaque nouvelle révélation était comme un nouveau coup de couteau. Ma propre fille n'avait pas seulement planifié de me tuer, elle m'avait activement volé, falsifiant ma signature et violant chaque principe de confiance familiale que j'avais tenté de lui inculquer. Combien d'argent a-t-elle volé au total, demandai-je, même si je n'étais pas certaine de vouloir le savoir. Environ 180 000 pesos mexicains, environ 10 000 $, au cours des 3 dernières années, répondit le détective. De petites sommes qu'elle pensait que vous ne remarqueriez pas, mais qui, additionnées, font une somme importante. L'argent que Roré et moi avions économisé au fil de décennies de travail acharné, centime par centime, avait financé la vie de luxe de notre fille pendant qu'elle planifiait notre assassinat. Les jours suivants à l'hôpital furent un tourbillon d'entretiens avec la police, de visites d'avocats et d'appels des médias qui avaient saisi l'affaire. La presse locale avait titré l'affaire « La trahison familiale la plus horrible de la décennie », et des reporters de tout le pays voulaient entendre notre version des faits. Ma sœur Sofia arriva de Guadalajara en pleurant, m'enlaçant comme si elle ne m'avait pas vu depuis des décennies. Anna, me dit-elle plusieurs fois, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Alejandra après la mort de Ricardo, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle en serait capable. Ces mots me réconfortèrent, parce qu'ils confirmaient que mes instincts maternels n'avaient pas été complètement aveugles. Et les enfants, demandai-je en parlant de mes petits-enfants, désormais sous la garde temporaire des services sociaux.
Je les ai vus hier, répondit tristement Sophia. Ils sont perdus, ils demandent pourquoi leurs parents ne peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont trop jeunes pour comprendre ce qui s'est réellement passé. L'avocate que nous avions engagée, la docteure Elena, une femme compétente et compatissante, vint nous voir avec des nouvelles sur la procédure judiciaire. Le dossier est solide, nous assura TL. Avec les enregistrements, les aveux pendant l'arrestation et toutes les preuves financières, il est presque impossible qu'ils échappent à des condamnations lourdes. Mais alors, elle ajouta quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. Cependant, ils essaient de négocier une déclaration de culpabilité réduite, en affirmant que c'était un crime passionnel, pas prémédité. Un crime passionnel, m'exclamai-je, indigné. Ils ont planifié cela pendant des semaines, acheté du matériel spécial et choisi l'endroit parfait. La docteure Elena hocha gravement la tête. Je sais. Et nous avons des preuves de la préméditation, mais leurs avocats vont soutenir que c'était une décision désespérée, prise sous une pression financière extrême. L'idée qu'ils puissent recevoir des peines réduites pour leurs crimes me remplit de rage. Ils avaient tué Ricardo, ils avaient tenté de nous assassiner, ils avaient volé notre argent pendant des années et maintenant, ils voulaient se présenter comme des victimes des circonstances. Que pouvons-nous faire pour être sûrs qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent, demandai-je. Témoigner, répondit simplement la docteure Elena. Votre témoignage, combiné à toutes les preuves, sera crucial pour que le jury comprenne la véritable nature de ces crimes. Mais je vous préviens, ce sera émotionnellement dévastateur d'affronter votre fille au tribunal. Elle avait raison. L'idée de regarder Alejandra dans les yeux pendant le procès, d'entendre ses avocats essayer de justifier l'injustifiable, de revivre publiquement chaque moment de ce cauchemar, était accablante. Mais c'était ce que je devais faire pour Ricardo, pour nous et pour mes petits-enfants, qui méritaient de connaître la vérité sur leurs parents. 3 semaines après l'arrestation, Roré et moi pûmes enfin rentrer chez nous. Nos blessures s'étaient assez guéries pour que nous puissions bouger, même si lui avait encore besoin de béquilles, et moi, je portais toujours mon bras en écharpe. La maison paraissait étrange, comme si c'était le décor d'une pièce après le départ des acteurs. Tout était exactement comme nous l'avions laissé le jour de notre sortie en famille. Les assiettes du petit déjeuner étaient encore dans l'évier. Le lit n'était pas fait. Les fleurs qu'Alejandra m'avait apportées cette semaine-là étaient encore sur la table du salon, maintenant fanée et morte. C'était comme si le temps s'était arrêté au moment où nos vies normales s'étaient terminées pour toujours. « Tu crois qu'on sera heureux de nouveau ?» demandai-je à Roré cette première nuit de retour, alors que nous étions couchés dans notre lit familial. Il m'entoura de son bras valide et soupira profondément. « Je ne sais pas, Anna, dit-il, mais nous sommes vivants. Nous avons la vérité de notre côté et pour la première fois en 20 ans, nous n'avons plus à vivre avec des secrets. » Le procès commença 6 mois plus tard. Le jour où je dus témoigner, je regardai Alejandra droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrestation. Je n'y vis ni remords, ni douleur. Je ne vis pas la fille que j'avais élevée. Je vis une étrangère, froide et calculatrice, qui s'était déguisée en ma fille pendant des décennies. Quand je terminai mon témoignage, après avoir raconté chaque détail horrible de notre expérience, je m'adressai directement à elle depuis la barre des témoins. « Alejandra, je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es plus ma fille. Ma fille est morte la nuit où tu as tué Ricardo, et ce qui a vécu à sa place pendant 20 ans est un monstre que j'ai, sans le savoir, contribué à créer. » Le jury délibéra pendant 2 jours avant de déclarer Alejandra coupable d'homicide intentionnel pour la mort de Ricardo et de tentative d'homicide aggravé pour ce qu'elle nous avait fait. Manuel reçut la même condamnation comme complice. Ils furent tous deux condamnés à 30 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. 1 an plus tard, Roré et moi entamions le processus d'adoption formelle de nos petits-enfants. Ce sont des enfants beaux et innocents qui méritent une chance de grandir en connaissant le véritable amour, pas l'amour manipulateur et toxique qu'ils avaient reçu de leurs parents biologiques. Chaque soir, quand je les couche, je leur raconte des histoires sur l'oncle Ricardo, l'oncle qu'ils n'ont jamais connu. Je leur parle de sa gentillesse, de son honnêteté, de son rêve de devenir architecte et de construire des maisons pour des familles heureuses. Je leur dis combien il était courageux et comment il avait essayé de protéger ceux qu'il aimait, même si cela le mettait en danger. Je ne leur parle pas de la trahison, de la chute, de l'impact qui lui avait coûté la vie. Ils sont trop jeunes pour porter ce fardeau. Peut-être qu'un jour, quand ils seront plus grands, je leur dirai toute la vérité. Mais pour l'instant, je veux qu'ils grandissent sans le poids de l'héritage sombre de leurs parents. Je me réveille encore la nuit, parfois en sueur et en criant,
revivant le moment de la chute. Roré aussi fait des cauchemars. Nous nous serrons dans le noir, nous rappelant l'un à l'autre que nous sommes vivants, que nous avons survécu, que la vérité est enfin sortie au grand jour. Nous avons décidé de vendre la maison. Il y a trop de souvenirs ici, à la fois bons et horribles. Nous avons acheté une maison plus petite près de la plage, où le son constant des vagues nous aide à mieux dormir. Une maison neuve pour un nouveau départ. La cicatrice à mon épaule me fait encore mal quand le temps change. Le genou de Roré ne s'est jamais complètement remis. Ce sont les cicatrices physiques que nous portons. Les cicatrices émotionnelles sont bien plus profondes. Parfois, je regarde de vieilles photos de famille. Alejandra souriant pour son 10e anniversaire. Ricardo lui apprenant à faire du vélo. Nous 4 ensemble lors d'un pique-nique à la plage. J'essaie de comprendre comment quelque chose d'aussi beau a pu se transformer en quelque chose d'aussi monstrueux. Comment n'ai-je pas vu les signes, les petits moments qui auraient pu m'alerter sur ce qui allait arriver? Mais je me rappelle ensuite que l'amour peut nous rendre aveugles, que parfois nous ne voulons pas voir la vérité parce qu'elle fait trop mal, que nous faisons confiance à ceux que nous aimons, même quand nous devrions douter. Je n'ai jamais rendu visite à Alejandra en prison. Je ne peux pas me forcer à regarder dans les yeux la femme qui a tué mon fils et tenté de me tuer. Roré y est allé une fois, mais il est revenu plus silencieux que jamais. Il a seulement dit qu'elle n'avait montré aucun remords, seulement de la rage d'avoir été attrapée. Manuel envoya des lettres demandant pardon, disant qu'il était sous l'influence d'Alejandra, qu'il n'était pas lui-même. Nous n'avons pas répondu. Certaines trahisons sont trop grandes pour être pardonnées. Les années passeront, nos petits-enfants grandiront, la douleur diminuera peut-être un peu, mais la vérité restera. La vérité sur la façon dont la cupidité peut corrompre même les liens familiaux les plus sacrés, sur la façon dont le silence peut protéger les monstres. Sur le fait que parfois, nous devons faire semblant d'être morts pour enfin vivre dans la vérité. Parfois, quand je marche sur la plage avec Roré à mes côtés et nos petits-enfants courant devant, je ressens une paix inattendue. Ce n'est pas le bonheur que nous connaissions avant. C'est quelque chose de différent, de plus profond, une sensation que nous avons survécu au pire que la vie pouvait nous lancer, et que nous avons quand même trouvé des raisons de sourire. Et quelque part, peut-être que Ricardo regarde tout ça, voyant que sa mort n'a pas été vaine, que la vérité, même après 20 ans, est enfin sortie au grand jour, que ceux qui l'aimaient ont survécu pour raconter son histoire, et que, au bout du compte, c'est une forme de justice.